Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel. Une fois n'est pas coutume, on va parler rap sur RCJ, c'est rare, hein, mais on a le plaisir de recevoir Chaotique 747, rappeur et républicain. C'est aux éditions de l'Observatoire, c'est votre livre. Karim ou Chaotique, bonjour. Bonjour, appelez-moi comme vous voulez. En fait, tout le monde Je vous m'appelle appelle KO. 747, KO. Ah bon, c'est Tout bien, le monde KO, j'aime m'appelle bien KO. aussi. Tout le monde, vraiment. Chaotique 747, rappeur et républicain, c'est aux éditions de l'Observatoire, c'est votre livre qui vient de paraître. Chaotique, vous êtes rappeur, vous êtes aussi écrivain maintenant, parce que j'ai eu évidemment le plaisir de lire votre livre. Merci. Qui est passionnant, qui à la fois raconte votre parcours et qui est à la fois le parcours d'un gamin français, enfant de la DAS, on va en parler, dans des familles d'accueil, et qui a toujours eu au cœur l'amour de la France, l'amour de la République, l'amour du drapeau. Et effectivement, ça surprend certains aujourd'hui, comme c'est surprenant, et qui pourtant n'est ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, bref, un petit français banal, mais dont les vues sur YouTube, ça cartonne quand même. Alors moi, je le dis, nos auditeurs savent que moi, je suis très variété française, pas tellement rap, mais j'ai regardé un peu ce que vous faites, bien évidemment, et on va l'écouter. Et c'est hyper vachement méga bien. Merci. Et ça cartonne. Vous êtes à plus de 500 000 vues sur plein de vues de YouTube. Pourquoi vous avez eu envie, Karim Chaotique, d'écrire ce livre aujourd'hui ? Ça a été une nécessité. Alors la première, c'est effectivement, c'est essayer d'apporter un peu un nouveau vent d'espoir en France, montrant qu'il y a une jeunesse qui est engagée sur le plan humain, sur le plan solidaire, et essayer aussi d'apporter de l'espoir à cette jeunesse, à ce pays, à ceux qui prendront connaissance de ce livre. Et après, c'est vrai que le deuxième point, c'est surtout mon fils et ma fille. Donc, comme vous l'avez stipulé, voilà, mon fils, du coup, vient de faire 10 ans. Et là, ce dimanche, ma fille, 4 ans. Et étant issu de la DAS, moi, j'ai rien de mon passé. Donc là, c'était aussi l'occasion de leur laisser ce livre un peu comme un testament. Quelque chose, c'est ça. Et de la raconter, votre vie. Alors, votre vie, avant la musique, on va en parler. Karim, vous expliquez que vous auriez pu, comme certains, effectivement... Alors d'abord, au début de votre livre, en exergue du livre, vous citez Gandhi, Martin Luther King et l'abbé Pierre. C'est pas mal comme base dans la vie. Des grands hommes. Ouais, des grands hommes. Et en plus, vous citez plusieurs fois, après, celui qui, pour moi, est un des plus grands hommes, c'est Balavoine. Donc voilà. Alors là, on est d'accord. D'ailleurs, je suis super content parce que, écoutez, je vais vous raconter une anecdote et je vous jure que c'est vrai. Aucun comédien n'est au courant de cette anecdote. Donc, j'ai un studio personnel chez moi d'enregistrement. Donc, j'ai fait une chanson et c'est une chanson d'amour. Et donc, elle n'est pas sortie. Ça raconte un amour impossible entre un jeune homme musulman et une jeune fille de confession juive. Et puis... et un monsieur, un jeune homme catholique, bref, c'est un truc assez impossible. Et je termine la chanson, mais le refrain était vide. Je ne savais pas quoi faire. Alors du coup, je me suis posé sur YouTube, et là, sans rien faire, la Ziza. Donc je regarde le clip, j'ai repris 2-3 paroles, et là, du coup, la chanson qui commence à tourner, et j'ai pas voulu m'arrêter là. Je voulais vraiment que la première personne qui écoutait cette maquette soit quelqu'un de proche de Daniel Balavoine. Vous avez envoyé à Coco ? Non, j'ai réussi à trouver le contact, le numéro de son fils, Jérémy. Et du coup, Jérémy a été le premier à écouter la maquette. Et du coup, je suis en lien avec Jérémy Balavoine et je suis trop fier. Moi, je suis en lien avec Coco Balavoine. Voilà. Coco ex-Balavoine. Mais famille extraordinaire. Et voilà. Bon, vous avez compris, vous avez affaire à deux fans de Balavoine. Et voilà. Le plus grand et qui aurait tellement pu apporter ensuite et qui était lui aussi un vrai exemple pour la jeunesse. Alors, Karim, vous racontez dans l'introduction, quand est sorti votre clip Projet 18, qu'on va écouter tout à l'heure, vous dites, c'était vraiment en hommage aux policiers, aux pompiers aussi, beaucoup, et vous n'avez pas compris tout ce qui vous est arrivé dessus de manière assez violente, beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, rappeurs fachos, nazis, etc., etc. Vous avez compris ce qui vous tombait dessus à ce moment-là ou pas ? Non, pas du tout, parce que du coup, ce projet part d'une bonne intention. L'objectif était de retisser le lien entre la police, les jeunes et la population. Et puis aussi, surtout, c'était aussi une manière de dire merci, parce qu'il faut savoir que ce clip-là a été tourné avec des vrais policiers, des vrais pompiers, des vrais membres du SAMU. Donc du coup, en fin de compte, c'était quand même un projet qui était humain et qui voulait aussi être un outil de prévention. Et puis j'ai pas compris. Me traiter de raciste, de fasciste, de nazi. Non, j'ai pas compris, mais au début, c'est extrêmement choquant. Sur le plan personnel, au début, psychologique, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
Et après, heureusement que sur Twitter et autres parts, il y a beaucoup de gens qui soutiennent, mais c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre cette haine qui est en ce moment même dans le pays. C'est un truc de fou. Alors vous racontez que vous auriez pu aussi, à un moment donné, mal tourner. Vous racontez une histoire de scooter et finalement de policiers que vous avez rencontrés et qui vous a parlé, comme la plupart des policiers parlent aux jeunes quand ils veulent les remettre sur le droit chemin. Effectivement, voilà, c'est ça, c'est en foyer. Voilà, je voulais un scooter pour être un peu comme tous les jeunes, impressionner la copine. J'avais pas beaucoup d'argent. Le peu d'argent que j'avais, on m'a vendu un scooter qui était volé. Une course-poursuite, une garde à vue, des bêtises à assumer à l'âge de 17 ans. Et puis après déposition, monsieur membre de la BAC m'a parlé comme le père que j'aurais aimé avoir. Et du coup, il m'a dit, voilà, t'aimes quoi dans la vie ? J'ai dit, la musique, le rap. Et il m'a dit, maintenant, fonce. Et je ne veux plus te voir ici en garde à vue. Et du coup, grâce à ce monsieur, des années vous n'avez plus jamais été en garde à vue. Et quand vous êtes retourné voir les flics, c'était pour parler musique. Et je suis en studio à RCJ, du coup, pour parler de mon bouquin, cette histoire. Donc, c'est dingue. C'est pour ça j'ai beaucoup de mal quand on s'en prend gratuitement à la police. J'arrive pas. Écoutez, et nous donc. Alors vous racontez aussi dans le livre, c'est le premier chapitre qui s'appelle « Touche pas à ma police », vous dites c'est un effet de mode aussi. On comprend pas ce qui se passe aujourd'hui quand effectivement il y a, vous dites j'ai la sensation qu'un véritable effet de mode s'est créé autour de la question des violences policières et qu'aujourd'hui vous dites pour l'instant on a l'impression que les délinquants ont gagné en fin de compte. Oui, effectivement. C'est vrai que quand on voit que les policiers, il y a des interpellations qui ne sont pas faites, du moins des contrôles. On essaie d'éviter certains grabuges dans des quartiers quand il y a des jeunes en moto non homologués qui se permettent de faire des rodéos qui risquent leur propre vie, la vie des enfants, la vie des gens. Et du coup, si le policier intervient pour effectuer un contrôle ou pour arrêter ça, si le jeune en moto non homologué est bien souvent sans casque, vient avoir un accident et à mourir ou autre, du coup, toute la société dira, vous avez vu, c'est la faute de la police, alors qu'en fait, la police a fait son travail. Donc effectivement, c'est vrai qu'on est dans une société où on s'en prend très rapidement et très facilement à la police, mais à aucun moment on parle d'éducation. Et moi, c'est vrai que c'est un peu ce qui me dérange. Alors, vous dites, on va reparler d'éducation après, mais vous dites qui est dingue aussi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, certains hommes politiques embrayent le pas à cette mode-là, en tout cas. Alors, on va le dire franchement, Karim, nous diffusons cette émission lundi, au lendemain du second tour des élections législatives, mais nous l'enregistrons, puisque vous êtes de passage à Paris jeudi. Donc, à l'heure où nous vous parlons, nous ne savons pas les résultats. Nous ne savons pas qui, en France, a le plus de députés. Et pourtant, nous allons parler de Jean-Luc Mélenchon. Et vous dites, effectivement, vous rappelez ce qu'il avait fait et qu'on est effectivement dans un démagogisme terrible et totalement irresponsable de sa part par rapport aux policiers. Vous l'avez dit, voilà, ces propos sont totalement irresponsables et on ne peut pas tenir de tels propos. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, du coup, quel exemple on va donner déjà à la jeunesse française, comme ce matin, pareil, je parlais aussi des propos tenus par Madame Obono, la liberté d'expression, le pouvoir dire nique la France, ou les propos du coup de Monsieur Mélenchon. Non, je pense que c'est totalement irresponsable et je pense qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est pas possible. Moi, je crois qu'ils savent. Et qu'ils vont envoyer un message politique très clair à ceux à qui ils veulent envoyer un message. Non, mais excusez-moi, mais je trouve ça totalement irresponsable. Notre pays est quand même encore meurtri par les attentats qui ont touché Paris, qui ont touché Nice et autres. On était tous là à remercier la police lors des interventions. On a perdu des personnes comme le commandant Beltrame. Combien de policiers sont tombés lors des attentats ? Donc, comme je disais, moi, j'invite M. Mélenchon à aller voir la famille des policiers disparus et à tenir ces mêmes propos. Donc, moi, je pense qu'au bout d'un moment, certaines personnes ne devraient pas figurer au niveau du pays sur l'échiquier politique. Je trouve que c'est très grave, extrêmement grave, et que les extrêmes ne serviront à rien, mis à part de continuer à diviser les Français alors qu'on a besoin de se rassembler. On a vraiment besoin d'humanisme, en fait. Karim, Chaotique 747, vous racontez aussi dans le premier chapitre qu'effectivement, on a parlé des politiques, mais votre monde, notre monde, celui de la culture, celui des chanteurs, des acteurs, etc., ils ne sont pas toujours extrêmement solidaires dans ce cas-là. Et il y a des choses assez drôles. Vous parlez de Camélia Jordana, dans la famille des artistes opprimés par la police. Je demande Camélia Jordana, où elle dit qu'elle se sent... oui,
en disant que certains Français blacks, du coup, craignaient pour leur vie en allant au travail, en prenant le métro. Enfin, je sais pas, je trouve que ces propos, en fait, disons que quand on vit là où vit, voilà. Non, mais au bout d'un moment, c'est quand même extrême, c'est stupide, et pareil de reprendre un peu tout ce qui se passe aux États-Unis et essayer de le ramener comme certains propos d'Omar Sy. Je trouve qu'honnêtement, c'est faire du mal, c'est stigmatiser, pareil, les gens, les blagues de quartier, enfin les blagues ou les gens. Je trouve que ce n'est pas du tout constructif et si vous voulez, ça alimente ce feu. Voilà, c'est de l'huile qu'on rajoute comme ça. Et en fait, à aucun moment on arrive à se regarder dans les yeux en France en disant non, on est tous sous le même drapeau, que tu sois catholique, juif, musulman, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y a des valeurs de vivre ensemble à respecter. On a tous des valeurs pour avancer ensemble. Et c'est vrai que oui, je m'en prends à ces personnes-là et à ces célébrités. Et après, malheureusement, un contrario, et en l'occurrence, c'est qu'en fait, en France, je ne vois pas de joueurs de foot, je ne vois pas de célébrités ou d'acteurs. Il y en a très peu. Oui, il y a Olivier Marchal, d'ailleurs, avec qui je m'entends très bien. Il y a quelques célébrités, mais en fait, on est très peu, extrêmement peu. Alors que beaucoup sont fiers de leur police. Même, j'imagine que des rappeurs aussi sont fiers, des chanteurs, des acteurs. Mais s'ils ne le disent pas, c'est parce que, je suis désolé du terme, mais c'est pas vendeur. Non, bien sûr. C'est pas vendeur. Et donc, du coup, à la fin, ils ont peur de vendre moins. Vous en moquez de ne pas être vendeur. Alors moi, écoutez, moi, vous savez, moi, je suis déjà riche à milliards par l'amour de mes enfants. Et ça me suffit. Maintenant, je suis pas là pour faire le tour des plateaux et me vendre en espérant plaire à un tel et pas à un tel. Tout à l'heure, vous parlez effectivement de Daniel Balavoine. Vous savez, moi, en tête, j'ai encore ce fameux plateau de Monsieur Balavoine face à Monsieur le Président de la République, Monsieur Mitterrand. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, en France, il y a plus de personnes comme ça et on a besoin de ça. On a besoin de ça, vraiment. D'accord. Alors, on va écouter Chaotique, votre musique, et on parle ce matin de votre livre, Chaotique 747, rappeur et républicain aux éditions de l'Observatoire. On va le mettre dans le bon sens. Projet 18. Alors, racontez-nous ce titre. Écoutez, ce titre, c'est né d'un rêve. Voilà, j'avais le rêve de faire un clip visionnaire, jamais fait. Donc voilà. Le scénario, ce sont des pompiers appelés pour une intervention. Et donc en parallèle, on a la vie de ce gamin adolescent qui ne va pas à l'école, qui passe son temps un peu au quartier avec la sacoche à faire le chouf, donc voilà, dans les réseaux de stupes. Puis les pompiers arrivent au quartier, donc les pompiers appelés, et ce même jeune, du coup, appelle ses copains, se met à caillasser le camion de pompiers. Une intervention qui sera donc impossible à réaliser. Les pompiers se trouvent dans l'obligation de rebrousser le chemin. Et puis, pour le jeune, c'est une victoire. Hein. Et le jeune repart chez lui, il ouvre la porte de l'immeuble, et puis il entend crier, et il monte, et le papa fait un malaise cardiaque, le papa est mort, et il se rend compte que c'est sa propre mère qui avait appelé les pompiers. Voilà. Donc, c'est le premier clip en France qui a été réalisé avec de vrais pompiers, vrais policiers, médecins du SAMU. J'ai juste, en fait, voulu mélanger le milieu artistique et la prévention, et toujours dans l'objectif de retisser ce lien entre la police, les pompiers, les institutions, et la jeunesse et la population. Voilà. Eh ben, on l'écoute tout de suite. Un extrait, parce que je sais que les chansons de rap, généralement, c'est long, hein. Chaotique. Et en radio. Le clip est sur YouTube, en tout cas, et j'invite vos auditeurs à le découvrir. Exactement. Chaotique 747, c'est Projet 18. On se retrouve juste après pour continuer à parler de son livre. Rappeur et républicain, c'est le titre de votre livre dont on parle ce matin, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Alors Karim, vous racontez dans le chapitre La vraie vie dans les cités, vous racontez votre enfance, c'était pas simple. Vous êtes ce qu'on appelle un enfant de la DAS, vous avez été placé dans une famille d'accueil à l'âge de 9 mois, votre maman ne pouvait pas s'occuper de vous, votre père était entre la France et l'Algérie pour des choses pas toujours super claires. C'est ça. Vous avez eu des relations épisodiques avec votre maman, qui malheureusement est décédée assez jeune du sida. Et vous étiez dans une famille d'accueil où vous racontez que vous aviez l'essentiel, entre guillemets. Cette émission s'appelle Essentiel en plus. L'essentiel, c'est-à-dire vous aviez à manger, vous aviez à l'école, vous aviez un toit. L'éducation, mais il manquait effectivement... Mais il n'y avait pas l'amour. Non, il n'y avait pas l'amour. Non, il n'y avait pas l'amour. C'est-à-dire que, voilà, moi, comme je dis dans le livre, c'est vrai que les mots... papa ou maman, ce sont des mots qui n'existent pas dans mon champ lexical, ou les mots je t'aime. Ma grand-mère adoptive a été adorable, m'a vraiment apporté une super éducation. Mon grand-père adoptif, lui, travaillait donc en maison d'arrêt à Nice. Et c'est vrai que j'étais assis en bout de table et quand moi je me souviens, le dimanche soir, vous savez, j'étais là, je devais avoir 7-8 ans, et puis j'étais noyé dans les yeux bleus océan d'Anne Sinclair. Et puis j'entendais ce grand-père fan de Jean-Marie Le Pen en disant
bon, ben, il y a beaucoup trop de youpins à la télé, il en a pas assez cramé. Enfin voilà, et du coup, j'ai grandi avec ça. Ouais, et du coup, en fait, bon, très tôt déjà, du coup, ça m'a fait plonger très tôt dans la politique. Et après, à un certain moment, je comprenais pas en fait le fait que tu adoptes un enfant. Ma grand-mère était assistante maternelle. Ma grand-mère, c'est la personne qui m'a adopté. Hein. Oui. Comme je dis c'est dans pas le livre. Votre vraie grand-mère. Voilà, vous l'appeliez comme ça, mais c'est la Mais je comprends pas en fait, le fait d'accueillir, d'adopter un gamin de religion, enfin pas de religion parce que j'ai pas de religion, mais d'origine algérienne. Karim, voilà, parce que je suis athée. Et d'ailleurs, je le revendique. Mais ce que je veux dire, c'est vrai que je comprenais pas. Et du coup, en fait, toute cette haine a fait que je me suis posé des questions. Et alors là, à partir de là, je me suis noyé dans la politique très tôt. Donc voilà, sort Rocard, Mitterrand. Et puis voilà, et après, donc, il y a eu les combats à Coluche, Balavoine et tout. Ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais comment vous êtes construit, Karim? Parce que comment se construit un enfant sans amour et sans repères, aussi sans les repères que peuvent être ceux d'une père, d'une mère, ou alors des repères parfois qui sont autres. Vos repères, finalement, c'était les figures politiques comme ça, ou les figures artistiques? Je pense que mon repère, ça a été dans les blogs dans lesquels j'ai grandi avec les copains, le foot. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, même si c'est vrai que je passais par le harcèlement quand t'es petit, mais on ne savait pas que ça s'appelait le harcèlement. Quand vous êtes petit Algérien, vous allez avec votre grand-mère blanche à l'école, tout le monde se moque, c'est le petit gris, regarde, t'as pas le même âge, t'as pas de parents. Enfin bref. Ils sont durs, les enfants. Et, très dur, très. Et du coup, je sais pas comment j'ai passé tous ces caps. Après, j'ai été suivi donc par des psychologues étant jeune, parce que du coup, effectivement, j'ai vu des choses et vécu des choses assez douloureuses. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je m'estime être chanceux. Je ne sais pas à qui dire merci. Et c'est une sacrée revanche, parce qu'aujourd'hui, je suis père de famille. Ben oui. Et ça met les larmes aux yeux, là. Et le mot papa et maman, maintenant, je l'entends. Alors, vous n'allez pas me faire pleurer, moi aussi, c'est clair. C'est une revanche sur la vie. Bien sûr. C'est la plus belle des revanches. C'est une revanche, et c'est vrai que du coup, quand des fois j'appelle à la maison, j'appelle les enfants, puis j'entends ma fille de 4 ans hurler « Ah, papa, je t'aime !» Parce que du coup, eux, ils disent « Je t'aime ». Alors, on le dit, mais on se le montre. Bon, aujourd'hui, je suis séparé, donc j'ai mes enfants en garde alternée, mais on est soudés. Et toute la façon que j'ai grandi, j'apporte une éducation à mon fils et à ma fille, mais je leur donne l'amour nécessaire pour qu'ils aient confiance en eux. Et c'est ça le plus important. Et c'est vrai que du coup, le fait de grandir sans cet amour fait que du coup, effectivement, il y a une grosse carence affective. Les gens ne s'imaginent pas sur Twitter, sur Facebook, Instagram. Je lis les commentaires, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais leur message d'amour, c'est un truc qui vraiment me touche, parce que je me dis, je fais dans l'humain, et ça va, heureusement qu'il y a des gens qui comprennent. Maintenant, mon fils, c'est les dernières paroles d'ailleurs de ce livre, et la dernière phrase, elle est dédiée à mon fils et ma fille, et je leur dis, voilà, quand vous serez en âge de comprendre, ce sera à vous de prendre le relais. De lire, et le sens de cet ouvrage. Comment vous l'imaginez, votre fils, il a 10 ans, c'est ça, Kylian, et votre fille, 4 ans. Comment on imagine, puisqu'on parle enfant, la mienne, elle a 12 ans et demi, ils sont de la même génération avec votre fils. Comment vous imaginez la France qu'on va leur laisser dans 10 ans, dans 15 ans alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, nos enfants ne se posaient pas la question de savoir qui était juif, qui était musulman, qui était athée, qui était... Voilà. Et aujourd'hui, dans les cours d'école, non seulement on en parle, mais parfois on en parle de manière virulente, avec des mots qui ne sont pas des jolis mots, avec des gamins à qui on demande dans les cours de quelle nationalité vous êtes, et ils répondent même pas qu'ils sont français, alors qu'ils sont français et qu'ils n'ont jamais rien connu d'autre. Vous dites quoi sur les années à venir? Les années à venir, vous avez 2 solutions. La première solution, c'est si on ne fait rien, si on laisse aller comme ça, je ne vais même pas faire dans les 10 ans, je vais juste faire dans les 5 ans qui vont arriver. Les divisions présentes, les tensions présentes actuellement en France vont continuer à grandir. On va se retrouver avec une jeunesse totalement désabusée, totalement perdue. Dans certains quartiers de France, on va se retrouver, par exemple, je pense à Marseille, au quartier Nord, on risque de se retrouver avec un nouveau genre de police, une police qui va ressembler à celle qu'il y a au Brésil, les Bopé, dans les favelles, parce que du coup, on est en train de perdre le contrôle sur tous ces quartiers-là. Donc, si on ne fait rien,
dès aujourd'hui, on va vraiment se retrouver dans un pays qui va sombrer. Et c'est pour ça pour moi, il faut vraiment faire un investissement massif sur le plan de l'éducation. Oui. C'est vraiment l'éducation. Ces quartiers qui sont totalement fermés aujourd'hui, il va falloir les ouvrir. Il y a tout un travail à faire. C'est le chantier est énorme, mais je garde espoir. Et après, j'espère aussi que le monde culturel va se motiver pour offrir autre chose aux gens, que ce soit aux jeunes, par rapport au rap, par rapport au film, par rapport à tout. Il faut aussi apporter de l'espoir à ces jeunes-là, parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, l'exemple de ces jeunes, ils veulent tous la voiture de Kylian Mbappé, mais ils veulent pas travailler. Et la plupart... tout le monde n'a pas le génie de Kylian Mbappé. Il y en a un par génération. C'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que les petits, moi, je les vois dans les quartiers, ils sont avec la sacoche, ils bougent pas du quartier, mais ils rêvent. Et ce que je leur explique, c'est rêver. C'est que le début. Le second truc, c'est se réveiller plus tôt. Et le troisième, c'est travailler. Voilà. C'est d'aller bosser et d'aller bosser. Clairement. Alors, vous racontez dans le livre, effectivement, aussi les rapports. Vous vous appelez Karim, vous dites que vous êtes effectivement athée, et vous dites toutes les questions, finalement, qu'on vous a posées autour de la construction de votre identité. Vous dites, à l'école primaire, il y avait des gamins issus de milieux différents. Au collège, vous dites qu'il y avait assez peu de mixité sociale, ethnique et culturelle. Et lorsqu'on vous voyait manger du porc à la cantine, les copains disaient, enfin, tu t'appelles Karim, t'es algérien, tu manges du porc. Ils ne comprenaient plus rien. Non, ils ne comprenaient pas. Parce que, tout simplement, du moment où je m'appelle Karim, donc je dois être musulman. Et donc, j'ai bien expliqué comme quoi, non, je veux... Vous appelez Karim être chrétien, vous auriez pu... Voilà. Mais effectivement, et d'ailleurs, ma mère était catholique, ma mère Zora. Et du coup, non, en fait, les gens ne comprennent pas cette liberté que je veux... à l'adolescence, donc du coup, j'ai été réfugié quand j'étais à la rue SDF. J'ai habité donc chez un ami, Julien Richer d'ailleurs, que je stipule dans le livre. Et donc Julien était musulman. Donc je suis allé à la mosquée avec lui, voir ce qu'était la religion en fait. Je voulais m'intéresser et voir tout simplement. Et c'est vrai que l'imam. Il a commencé à vous faire répéter des phrases en arabe, mais je ne savais pas ce que j'étais en train de répéter, donc c'était assez gênant. Puis au bout d'un moment, j'ai demandé à monsieur, écoutez, qu'est-ce que je suis en train de dire? Et là, il me dit, allez, plus que 2 phrases et tu es musulman. Oui, parce que juste quelques phrases répétées, c'est je la ne savais conversion. pas, mais du coup, en fait, c'est vrai que j'ai réellement pris peur parce que je voulais juste savoir ce qu'était la religion, en fait. Et du coup, de ce jour, c'est vrai que oui, j'ai fui. Et puis aujourd'hui, ma religion personnelle, c'est l'humain. Oui. Voilà, mes potes sont juifs, cathos, musulmans, c'est l'humain en fait, et je me sens bien comme ça, donc voilà. Oui, vous avez entièrement raison et on se sent très bien comme ça. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, aussi chaotique, 747, rappeur et républicain, édition de l'Observatoire, c'est qu'il y a beaucoup de réflexions sur notre société, avec également des explications, des chiffres aussi. Vous avez bossé pour le livre. Il y a eu beaucoup de données sur tout ce qui touche à la police, au niveau des femmes battues, aux femmes battues. Oui, c'est ça, effectivement. Oui. C'est important pour vous, au milieu effectivement de vos réflexions personnelles, de chiffrer. En fin de compte, on se rend compte que ce livre-là, en fait, vous avez une partie qui est biopic, vous avez une partie aussi sur l'engagement artistique, indirectement l'engagement politique, mais ce livre aussi est malheureusement ou est simplement le reflet de la société dans laquelle nous vivons. Par exemple, quand on dit le fameux combat pour l'égalité homme-femme, quand on se rend compte que à travail égal, vraiment sur la même base de boulot, les femmes vont toucher en général 14% de moins que les hommes. Et personnellement, moi, un truc comme ça, j'en ai honte. C'est totalement inadmissible. Donc à côté, on va dire, oui, il y a des mouvements qui naissent comme MeToo, c'est génial, mais il va falloir qu'on accélère le pas. Ce n'est pas normal qu'une femme touche moins qu'un homme. Au travail égal, et salaire et compétences égales. Voilà, on en parle sur le livre, et on parle de pas mal de choses, mais c'est le reflet de la France dans laquelle on vit aujourd'hui. À un moment donné, j'ai lu, je me suis dit, il y a plein de documentation, il y a plein de chiffres, il y a un vrai boulot. Ça pourrait être un programme politique, Chaotique 747. Alors la politique, j'y ai pensé. Par les présidentielles, j'ai été contacté par des cadres de la politique, ça je vais pas vous le cacher. Je ne le cache pas. Et puis par ceux qui pouvaient penser que juste parce que vous aviez un drapeau, vous étiez de leur bord. Oui, voilà. À qui vous avez expliqué que non. Non, mais en fait, c'est vrai que beaucoup pensent c'est bon, il a une petite paire de Jordan au pied et une casquette Jordan. Allez, c'est un peu le petit guignol. Par contre, c'est vrai qu'il parle bien, il peut plaire à beaucoup de monde. Allez, on va le prendre sous notre aile, on va lui payer un avion et puis on l'invite sur la tribune pour un meeting. Et non.
Non, pas du tout. C'est pas comme ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai eu envie de me mettre en politique. Puis en fin de compte, après réflexion, moi, ma politique, je la fais à travers ce livre, je la fais à travers des débats et surtout, je la fais en musique. Oui. Et en fin de compte, je veux rester au-dessus de l'échiquier politique pour vraiment continuer à diffuser ces messages humains et à pousser la réflexion. Peut-être, j'ose espérer, peut-être qu'un jour, Monsieur Mélenchon lira ce livre. Peut-être qu'un jour, Monsieur Emmanuel Macron s'y prendra connaissance de ce livre. Écoutez, pour vous cacher, j'ai contacté l'Élysée. Et c'est vrai que ça serait quand même énorme de quitter la cité, le 11e étage, et aller à l'Élysée remettre le livre. Je suis d'accord. On va militer. On va faire un groupe pour Chaotique à l'Élysée. Il faut savoir rêver et il faut savoir vraiment se battre pour ses convictions, se battre sans relâche. Je suis d'accord. Et vous, il y a plein d'exemples aussi où vous racontez ce que vous avez fait, comment vous avez réuni des personnalités aussi pour des associations caritatives, pour des clips, etc. La police et le rap. Évidemment, Chaotique, on a tous en tête des moments, des chansons extrêmement dures envers la police. Il y avait, et puis ce qui ne date pas d'aujourd'hui, Sacrifice de poulet et autres. Après, il y a eu Médine. Ministère il y a des choses. Ministère Hammer. Enfin, c'était... vous êtes le premier à faire des chansons sympathiques et réelles pour la police. Je comprends pas. Non, mais non plus. Je comprends pas. Mais après, il y a un truc où voilà, moi, je viens de l'indépendant. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être signé en label, It's Sound Production. Mais le jour de la signature, j'ai demandé à mon producteur, Monsieur Padilla, de me laisser libre. Ouais. Sinon, je préférais, mais alors vraiment, rester au quartier, rester indépendant. Monsieur Padilla m'a dit, tu es libre, je te signe, je vais te donner tout ce qu'il faut pour grandir, pour réussir, tu es libre. Maintenant, moi, j'attends ni applaudissements, ni remerciements, ou ni être traité de fasciste ou de raciste. Enfin, c'est un truc de fou. Je veux faire ce que j'aime. Simplement. Si ça plaît aux gens, s'il y a des gens qui se sentent visés, si des gens m'aiment, c'est super, c'est cool. Si on m'aime pas, ça fait rien. Par contre, moi, je continuerai. Tant que je pourrai le faire, je continuerai. Mais je me fous de la gloire, je me fous de leur case. Parce que vous savez, quelqu'un en fait qui vise la gloire et les cases, du coup, il va commencer à marcher, il va commencer en fait à aller à se laisser porter par le système. Et non, moi je refuse tout ça en fait. Je suis très bien à ma place et je m'éclate. Vous avez entièrement raison. Voilà. Alors on va écouter un autre de vos titres, Chaotique, mais avant ça, je voulais vous poser une question sur celle qui a été la femme en France la plus connue, évidemment, du rap, c'est Diams, celle qui a amené beaucoup de monde vers le rap et beaucoup, on va dire, de gens qui n'avaient pas l'habitude d'écouter du rap. Ça a été un vrai phénomène, Diams, pendant les années 2000, 2010. Tout à fait, oui, bien sûr. Clairement, on a vu une de ses interviews il y a quelques temps, que j'ai trouvé, moi, absolument... hallucinante du côté des journalistes. C'est pas une interview d'ailleurs, ça s'appelle autre chose. Bref, comment vous appréhendez, vous, Diams, l'idole qu'elle a été, aujourd'hui le choix qu'elle a fait, qui pourrait être un choix personnel, mais qu'elle revendique, et à tel point qu'elle dit aujourd'hui que la musique, elle n'en écoute plus, qu'il faut pas en écouter. Enfin, c'est quand même complètement dingue. Moi, alors personnellement, en fait, cette interview, j'en ai entendu parler, mais j'ai préféré me noyer dans les yeux de ma fille. Oui. Vous avez peut-être bien fait. Moi, je l'ai vu parce qu'il fallait la voir. Voilà. Professionnellement, il y a des choses à voir. Mais... vous avez un travail difficile. Ouais. Non, pas facile, j'ai préféré me noyer dans les yeux de ma fille. Maintenant, une chose est sûre, c'est que je ne suis pas, une fois de plus, dans la religion. Je suis athée, je le revendique. Et mes potes, j'ai des potes dans la religion et d'autres non. Mais la religion... je pense qu'il faut que ça reste de l'ordre du privé. Voilà. Chacun est libre de faire sa religion, mais gardons-la privée. Simplement, respectons-nous et voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. Maintenant, le parcours de Mélanie, c'est Diams, le parcours de Mélanie, effectivement, c'était une rappeuse, mais alors super talentueuse de l'époque de la Mafia Tressée, avec ses albums, La Boulette et tout. Franchement, c'est top ce qu'elle a fait. Puis elle a fait kiffer des millions de jeunes. C'était un succès. Elle a choisi un autre virage. Moi, en tout cas, son virage. Qu'elle vienne plus en parler. Son virage, son virage. Moi, c'est son virage, donc j'ai rien à dire sur ça. Mais juste, préservons la jeunesse et arrêtons au bout d'un moment, pareil, d'essayer de faire ces choses-là, parce qu'en fin de compte, je pense qu'une fois de plus, ça peut toujours diviser la jeunesse. Ça peut, je sais pas. Puis moi, mes potes, franchement, qui sont dans la religion, une fois de plus, peu importe la religion, mais c'est ils écoutent de privé. La musique. Oui, voilà. Mais c'est du privé, voilà. Donc, parce que là, c'est l'extrémisme
l'extrémisme islamiste le plus dur. Et, c'est pour ça que et si elle a choisi de vivre en Arabie Saoudite. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment activer maintenant le levier culturel et le levier de l'éducation pour que ces prochaines années soient pleines d'espoir pour la France, tout simplement. Voilà. Alors, on va écouter un autre de vos titres, justement, c'est sur les femmes fortes. Femmes fortes. Ouais. C'est sur quel type de femmes? Femmes battues, victimes de violences conjugales, pareil, c'est un clip qu'on a fait avec les copains. C'était, à la base, ça reflétait plus ou moins l'histoire de ma propre mère, mais j'ai pas voulu parler de ma réelle histoire, donc j'ai mis de la fiction. Le clip a énormément de succès. On a pu tourner aussi en maison d'arrêt à Nice, tout ça. Mais voilà, c'est encore un thème de société. Mais oui, c'est trop souvent ça présent aussi encore aujourd'hui. Voilà, trop souvent encore présent. Le rap. On écoute et on continue ensuite pendant une bonne quinzaine, 20 minutes, à parler avec Chaotique 747 de son livre Rappeur et républicain aux éditions de l'Observatoire. Son parcours. Alors, on a parlé d'un peu de tout. Chaotique, maintenant il faut que vous me racontiez quand même comment vous êtes arrivé à la musique, au premier album, au premier titre sorti. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on a le clip qui est sur YouTube, qui commence à faire 1000 vues, 2000 vues, 5000 vues, 10 000 vues, 50 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, 500 000. Alors, la question de la musique, comment je suis arrivé à la musique? En fait, sur un mensonge. Ouais. C'est-à-dire, donc voilà, pour faire très rapide, donc j'ai été adopté à l'âge de 9 mois, donc on vivait dans les quartiers est de Nice. Ma vraie mère, donc ma génitrice, en fait, elle vivait dans la rue, de conditions extrêmement précaires, mais elle avait des liens avec ma grand-mère. Donc ma grand-mère, c'est celle qui m'a adopté. Mon grand-père, c'est celui qui m'a adopté. Je les ai appelés comme ça depuis tout petit. Et en fait, ils ont toujours gardé un lien secret. Mais totalement secret. Ça, je ne le savais pas. Donc, il y avait des choses qui se passaient derrière mon dos, voilà, mais que je ne savais pas. Et donc, à l'âge de 13 ans, par là, donc, la famille adoptive achète une maison à Carmaux, dans le Tarn-et-Garonne, non loin d'Albi. Et là, alors, je me retrouve dans un milieu, là, je quitte ma cité pour la campagne, des vaches, de la verdure. C'est pas Marly-Gaumont, mais tout comme, voilà. Et donc, du coup, mon grand-père adoptif, quand je vous ai dit, j'ai grandi avec une certaine discipline très autoritaire. Et en gros, j'avais pas le droit de toucher à la télé, j'avais pas le droit de toucher au téléphone. Et puis à l'époque, pour les plus anciens, du coup, sur le téléphone du domicile, on avait les petites cassettes sur les répondeurs. Et puis un jour, donc, je devais finir à 17h, je crois, le lycée, enfin l'école. Et il manquait une prof, donc je suis rentré plus tôt. Il n'y avait personne, j'avais les clés, je suis rentré et là, je vois un message sur le téléphone. Et ce message, c'était ma vraie mère, en fait, qui parlait à ma grand-mère adoptive en disant qu'elle s'était fait agresser dans les rues de Nice, qu'elle s'était fait violer. Et du coup, en fait, j'ai effacé le message, je l'ai gardé. Et déjà, à cette époque-là, je commençais à me noyer dans IAM, les Fujis, Eminem. Je commençais à me noyer dans le rap, mais sans trop kiffer. Et puis, donc là, les notes à l'école ont dégringolé, j'avais ça en tête. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'aille aider ma mère. Donc j'ai dit à ma grand-mère que je voulais repartir à Nice pour faire du rap. Elle m'a dit non, à côté, il y a Toulouse, on te paye le train. Voilà, tu restes ici. Mais moi, je voulais vraiment y aller. Donc j'ai dit non, je veux rentrer à Nice. Nice, c'est chez moi, j'y suis né. Donc du coup, les assistantes sociales m'ont dit écoute, on n'adopte plus un gamin à l'âge de 14-15 ans. Si tu repars à Nice, tu vas finir en foyer. Et en foyer, les conditions sont très rudes. Donc du coup, ils m'ont fait faire une semaine en foyer. Alors ça a été catastrophique. Pendant une semaine, j'ai pas arrêté de pleurer. Je suis rentré à Carmaux, donc synthèse. Et là, on m'a dit maintenant, il nous faut ta réponse. C'est oui, tu repars en foyer pour ton rap ou sinon tu restes avec la famille adoptive. Et là, j'ai menti. J'ai dit je veux faire du rap, je vais aller à Nice. J'ai été à Nice, j'ai tenu bon. Et puis, au bout d'un certain moment, je t'ai stabilisé. Donc, il a fallu rentrer en studio pour baragouiner 2 mots et dire à ma grand-mère adoptive, voilà, je suis bien là. Je suis rentré en studio. Et en fait, ce moment, c'était un peu peut-être comme le premier regard avec une femme dans laquelle on ne s'attend pas à tomber amoureux. Je suis tombé littéralement amoureux de cette musique. Mon vocabulaire était extrêmement peu enrichi. Et là, je n'ai pas arrêté. Et pour essayer d'enrichir mon vocabulaire, je regardais des documentaires sur la politique, sur l'économie, sur l'histoire. Parce que c'est ça, le rap d'abord et avant tout, c'est un texte. Alors évidemment, c'est de la musique, c'est un flow, etc. Mais c'est des textes et vous, ce sont des textes très engagés et engagés dans le sens qu'on aime bien, nous ici, engagés très, très républicains. Ces textes, comment vous les écrivez? Vous les écrivez d'une traite, vous les écrivez et vous réécrivez jusqu'à avoir le bon texte, le bon accord? Alors, c'est une super action. Avant, j'écrivais, maintenant, je n'écris plus. C'est-à-dire, j'ai mon studio privé à la maison, donc les copains m'envoient des musiques, on appelle ça des instrus, et pendant 3-4 jours, je vais écouter l'instru,
Et après, donc, je vais dans mon studio, je me pose, j'allume le micro, je ferme les yeux et je dis tout ce que j'ai imaginé dans ma tête. Et en gros, ça sort tout seul. Après, je le retravaille et ça donne vie au morceau. Mais parce que des fois, quand j'écris, j'ai tellement d'idées et j'ai du mal à tout noter. Et donc, du coup, je préfère laisser parler l'émotion parce que c'est plus spontané. Après, autre chose, par exemple, là, donc, je participe à une émission sur France 2 avec Ali Badou. L'émission sera diffusée donc, en septembre. Et là, il y a un gros challenge. Et par contre, là, j'ai pris le temps d'écrire. Et en fait, c'est même plus du rap. Là, c'est du slam avec une goutte de théâtre. Ouais. Et j'ai eu la chance de le faire au studio Gabriel. Et ce qui a été énorme, c'est que du coup, après, quand j'ai rencontré monsieur le producteur, il est venu de ma loge. Il m'a dit, écoute, je te connaissais en rap. Je te connaissais pas en tant qu'acteur. J'ai eu l'impression de devoir Brel. Waouh! Et là, ça m'a fait quelque chose. Ouais, quand même, c'est de la référence. Mais j'aime les mots, en fait. Le challenge, à chaque fois que je vais écrire, je me dis, mon objectif, c'est de vous faire ressentir l'émotion que j'ai en moi. Voilà, c'est ça. Et vraiment de dire ce que j'ai envie de dire. Et ça, juste ça, c'est simple à dire. Et c'est super difficile. Mais bien sûr que c'est super difficile de trouver les bons mots exactement. Effectivement, la bonne tonalité, les bons mots. Qui vont voilà, être compréhensibles du plus grand monde. Votre couverture, je remonte, Chaotique 747, il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge, parce que vous êtes fiers du drapeau de la France, et vous avez bien raison. Mais vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre. Vous dites aujourd'hui, le drapeau, on est content de le sortir pour les matchs de foot, mais en dehors de ça, si on le sort à d'autres moments, on se fait traiter de facho. Ah oui. Parce que l'extrême droite a réussi, ou en tout cas a voulu effectivement kidnapper, entre guillemets, le drapeau. Du coup, c'est comme être patriote pour beaucoup de gens. En fait, en France, être patriote, c'est être issu d'un certain endroit de l'échiquier politique. Moi, quand je vais à Miami, quand je vais à New York avec mes potes, les 3/4, ils sont portoricains, ils sont je sais pas quoi, mais ils sont patriotes, quoi. Ils sont fiers d'être américains. Mais totalement. Mais oui. Et en fait, il n'y a pas cette culture en France. Et c'est ça que je trouve dingue, en fait. Il y a de quoi. Parce que vous connaissez les États-Unis, j'ai un autre exemple qui vient en tête. Je me rappelle, pareil, dans une caisse d'un magasin à New York, on paye et ils vous demandent, sur le petit truc de carte bleue, est-ce que vous voulez rajouter $1 pour... C'était les troupes américaines. Voilà. J'ai dit, mais ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, imaginez en France, ici, de rajouter... Si on fait ça en France, et il y a telle association qui va débarquer, qui va dire, regardez ce que vous faites et tout. Et il n'y a pas ce patriotisme. Et je pense que voilà, moi en tout cas, je suis fier de ce que je fais une fois de plus, que ça plaise ou non. De toute façon, j'attends pas encore une fois d'être applaudi, mais je fais ce que j'ai envie. Et puis voilà, après, les gens qui comprendront, les gens qui mettront les gens qui prendront le livre, qui l'auront entre les mains, comprendront pourquoi j'ai cet amour pour la France. Alors, cet amour, beaucoup de chance. Mais oui, mais on en a aussi. Alors, ce qui est intéressant aussi, Chaotique 747, c'est pourquoi d'ailleurs Chaotique 747 ? Alors, à la base, quand j'ai commencé le rap, je m'appelais Rime Chaotique. Ouais. Et ensuite, donc Rime Chaotique, je trouvais que c'était long, ça faisait cliché. Moi, j'étais tout jeune, donc j'ai enlevé le chaotique pour Rimka, donc Karim à l'envers. Ouais. À cette époque-là, il y avait déjà un artiste qui était dans le rap et qui était membre du groupe 113. D'accord. Donc du coup, j'ai gardé Chaotique. D'accord. Et 747 ? Alors, d'ailleurs, j'en parle dans le livre 747. Après la DAS, du coup, je me suis retrouvé SDF et donc j'ai été réfugié. Voilà. J'allais dans un studio associatif, mais plus pour me réchauffer parce que voilà. Et il y avait un artiste qui s'appelait Julien Richet et son nom d'artiste c'était Rodka 747. Et quand donc sa famille d'origine sicilienne m'a pris sous leur aile pendant 9 mois. Du coup, donc ils ont attendu que j'ai un scooter, tout ça. Ouais. La première chose, quand j'ai eu ma fiche de paye, j'ai été chez le tatoueur, je me suis fait tatouer 747 et j'ai changé mon nom à la SACEM. Donc du coup, c'est un hommage à Julien, à Denis, à sa famille qui m'ont sorti de la rue. Et qui écoute vos musiques aujourd'hui, Julien ? Malheureusement, les ponts se sont coupés parce qu'après, on en parlait tout à l'heure, Julien a adopté la religion musulmane, mais... Bon voilà, donc il pouvait plus écouter certains sons, certaines musiques à cause de l'utilisation de tel et tel instrument. Et puis moi, j'ai préféré l'autre route, la route la plus simple à mes yeux. Et je ne concevais pas personnellement de ne pas pouvoir écouter un titre parce qu'il y avait tel ou tel instrument. Ouais, donc ok, je respecte ta vision, mais c'était pas le truc que... donc on s'est divisé. Après, il m'a quand même, franchement, ils m'ont sorti de la rue. Donc ça restera quelqu'un de très cher à mon cœur.
cœur, j'espère le revoir, mais c'est vrai que il y a des choses qui m'ont un peu gêné. Oui. Alors, vous parlez aussi dans le livre de tous les thèmes, finalement, qui sont des thèmes des autres rappeurs et qui sont généralement une vision très homophobe de la société, une vision des femmes qui est, c'est moins qu'on puisse dire, ou sexiste ou pire. Oui. Vous dites tous les clichés du rap, effectivement, et les communautarismes, et le machisme, et les armes dans les clips, et les filles en bikini. Et enfin, je veux dire, on a l'impression parfois qu'on voit un clip de rap, on a vu le même 3000 fois. Quoi. Le problème, c'est que du coup, on a fait du moins les grands producteurs, les diffuseurs, du coup, on fait de cette musique ça. Voilà. Et le problème, c'est qu'en fait, on donne une certaine adrénaline aux gamins. Je parle pas que des gamins de quartier, mais à tous les gamins de France, parce qu'aujourd'hui, c'est la musique la plus consommée en France. Et en fait, on aurait pu offrir autre chose, de l'émotion, de l'espoir, de l'amour. Moi, je le dis ouvertement, je dis que voilà, que je soutiens toutes les communautés, que voilà, il y a vraiment ce travail. Voilà, moi, je veux vraiment rester dans l'humain, parce qu'en fin de compte, ce qui nous fédère, même sur ma page Facebook, maintenant, je suis suivi par des personnes, ça va aller de 13 ans jusqu'à 88 ans. Ouais. C'est fou. Il y a Jean-Claude Camus, le producteur de Johnny Hallyday, qui soutient. Il y a Franck Dubosc, Yannick Noah. Notre pote Franck Dubosc, ouais. Donc, et moi, je veux rester là-dedans. Mais c'est vrai que qu'est-ce qu'on a fait de cette musique ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Parce que pour moi, le rap, c'est une sorte de poésie moderne. Et quand on emploie les mots avec de l'émotion et avec une certaine sincérité, ça touche au cœur. Et voilà. Et il n'y a que ça. Alors, vous, j'encourage évidemment nos auditeurs à lire votre livre, Chaotique 747, rappeur et républicain, édition de l'Observatoire. Dans votre conclusion, vous dites, Karim, que on a fait le diagnostic, effectivement, on est indigné par tout ce qui se passe, mais vous dites, bon, c'est pas suffisant, déplorer le manque de civilité, l'ensauvagement d'un pan de notre société, la perte de repères, c'est une chose, mais il faut aussi agir. Comment est-ce qu'on agit aujourd'hui ? L'éducation. Ça, c'est un truc, voilà, pour moi, ça reste super important. Et après, c'est vrai que les propos que je vais tenir maintenant peuvent choquer certaines personnes. Mais moi, je prends mes responsabilités et j'assume pleinement ma façon de penser. Je pense que nous avons fait une erreur lors des 30 dernières années, ça a été de supprimer ce fameux service obligatoire. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Parce que du coup, ce service obligatoire, et j'ai un énorme respect envers Monsieur le Président de la République, Jacques Chirac. Oui, qui a fait des grandes choses, mais ça aussi, c'était pas... Ouais. Je trouve que c'était un des endroits dans lequel le musulman était avec le catholique, le juif, l'athée, le riche, le pauvre. Tout le monde était habillé pareil. Ouais. Tout le monde répondait aux mêmes ordres. Tout le monde devait se taper les mêmes galères. On devait apprendre à faire le lit, on devait apprendre à devenir un homme. Il passait le permis, il passait des diplômes. Et il sortait de là, en fin de compte, c'était des réseaux. Donc, quand un copain avait besoin d'un autre copain, il y avait quand même une certaine droiture et une discipline. Aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à une certaine jeunesse qui ne respecte plus leur mère, les jeunes issus de familles monoparentales. Si le jeune ne respecte pas sa maman, il ne va pas respecter le professeur, l'éducateur, le pompier, le policier. Et donc, c'est la jeunesse d'aujourd'hui et celle de demain. Et c'est pour ça que des fois, je milite en leur disant on peut trouver les fonds nécessaires, mais remettez ce service obligatoire en place dès maintenant. Dès maintenant. Et on voit aussi que toutes les prisons sont pleines. Ouais. Donc le gamin qui va tomber parce qu'il a vendu des stupes ou parce qu'il a fait des bêtises, en fin de compte, vu qu'il n'y a plus de place dans les prisons, le gamin se retrouve dans un zoo, dans un truc, mais alors à peine abominable. Et en fin de compte, à quoi sert la prison concrètement ? Ça va servir peut-être à ce jeune homme, au lieu de le réorienter, à continuer en fait, voilà, cette chose-là. Donc c'est pour ça que je plaide pour cette éducation et pour la remise en place de ce service-là. Et pour la musique, et de la musique, et encore de la musique, et de la bonne musique, et du rap. C'est quoi vos projets chaotiques ? Donc il y a le livre, là, qui est un chouette projet. Vous êtes content de le voir partout ? C'est mon bébé, et puis même pour mon fils et ma fille. Là, je suis avec vous. On est en 2022. Dans 10 ans, mon fils aura 20 ans, ma fille aura 14 ans. Et puis je reparlerai de cette interview chez RCJ, je reparlerai de tout ça. Et voilà, maintenant, l'avenir, moi, je veux continuer. J'espère faire de belles choses. J'espère aussi. Il y a un autre album qui va sortir. Alors la musique, oui. Et du coup, là, on va vous présenter une autre facette de Chaotique. Donc, on va vous faire bouger, on va vous faire danser avec des sons latinos et autres. Donc, il y a une nouvelle facette qui arrive. Ouais. Et après, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une chance de faire du cinéma, d'avoir une chance et il y a Olivier Marchal qui a fait votre clip. Alors, on est déjà en lien avec Monsieur Marchal. Là, il est en train de tourner Les Rivières Pourpres. Il est en tournage. On est en lien.
Mais c'est mon rêve, parce qu'en fin de compte, ce livre-là, malgré tout ce qu'on a pu dire lors de cette interview avec vous, et encore merci à vous et à vos auditeurs, avec grand plaisir. C'est, pour résumer, c'est l'histoire d'un mec qui vit des trucs, qui n'est pas né pour ça. Ouais. Mais qui s'est battu pour ça, parce qu'il a eu envie de le faire, parce qu'il a travaillé. C'est tout. Le travail et un peu de chance, et le travail. Vous savez, j'ai une dernière anecdote. Quand j'ai rencontré M. Jean-Claude Camus à Nice, c'était ouf. Et puis au bout d'un moment, on était ensemble. Et il a un petit bracelet, vous savez, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est un drôle de nom, avec des petites boules noires. Ouais. Le bracelet de force, je crois. Il tournait comme ça. Et je le regarde et il me dit, je lui dis, mais c'est quoi? C'est un chapelet, non? Et il enlève. Ouais. Et il me le donne, il me dit tiens, prends-le, regarde, touche-le, prends-le, il me l'a ton poignet. Et alors je le prends, je le touche, je le mets à mon poignet. Et je regarde, je dis tiens, il est super beau. Il me dit tu sais qui me l'a offert? Non, c'était pas Johnny. J'ai dit non, il me dit Johnny. Et là, je me dis, et je vous promets, et là je me dis, mais toutes ces choses que je suis en train de vivre, en fait, j'étais pas né pour ça. Et je les vis, donc c'est pour ça maintenant je n'ai plus aucune limite. Je veux vivre ma vie à fond et continuer en tout cas à diffuser ces messages à la France entière, ces messages de paix et humains. Eh ben, c'est exactement cela. Allons enfants de la patrie. Alors normalement c'est la Marseillaise. Ouais. Vous l'avez fait en rap. Ah, il y en avait un autre avant vous. Hein, oui, c'était Monsieur Gainsbourg. C'était Gainsbourg. Bah oui, monsieur, vous avez raison. C'est Monsieur Gainsbourg et c'est vrai que oui, oui, ça a été ma référence. Bah, oui, c'est la référence absolue aussi pour les rappeurs. On écoute Allons enfants de la patrie, votre version. On peut commencer à la mettre, hein, Daniel, parce que je crois qu'il y a une petite intro. C'est un peu le clip sur YouTube, vous m'avez dit, il fait 11 minutes. Pourquoi c'est si long le rap, Karim? Je vais vous inviter même à mettre l'intro et que je vais parler sur l'intro. Vas-y, voilà, très bien. Mets l'intro, Daniel, c'est parti. Merci, Daniel. On va commencer. Alors, pourquoi c'est aussi lent? Parce qu'en fait, j'ai fait ce clip comme un rêve. La première scène de ce clip, vous allez voir, j'ai les images, vous allez voir mon enfant qui dort et il se réveille et il est habillé avec le maillot de foot de l'équipe de France. Et là, il va sur son ordinateur, il clique, il met ma musique et il prend ce drapeau. Et puis ce drapeau, il descend et il va voir les personnes qui sortent les poubelles, il va leur donner le drapeau et ainsi de suite. Et ce drapeau, ce clip dure 11 minutes 20. Pourquoi? Parce que ce drapeau passe de main en main, de ma cité au 11e étage jusqu'à la Tour Eiffel. Génial, génial. Et en fait, toutes les communautés sont représentées. Catholiques, musulmans, juifs, LGBT, tout le monde, toutes les couleurs de peau, les gamins, les pompiers, les policiers. C'est un des clips dont je suis le plus fier. Eh ben, écoutez, nous on a hâte de le voir, voilà, et on va écouter Allons enfants de la patrie. Merci beaucoup, Chaotique 747. Merci à vous. Vous êtes ici chez vous, rappeur et républicain. C'est aux éditions de l'Observatoire. Bonne fin de matinée sur RCJ.